Connaissance, recherche, sciences, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bonjour, je dois tout d'abord excuser Madame Valérie Pécresse, ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, qui, du fait d'un déplacement en province qui était indispensable à effectuer, ne peut pas être des nôtres ce matin. Voilà, je voudrais vous dire quelques mots sur ce colloque et Gérard Fussman prendra le relais pour le présenter un peu plus en détail. Vous le savez, le cœur du métier du Collège de France, c'est la recherche, et c'est enseigner la recherche que nous faisons, que nous sommes en train de faire. La recherche est une compétition de haut niveau. Si on aime la compétition, il faut quitter les gradins confortables des spectateurs et s'élancer sur la piste. Il faut se donner tous les atouts pour gagner. Or, sur la piste, arrivent de nouveaux prétendants, notamment des pays émergents, des grands pays émergents. D'autre part, la compétition est de plus en plus complexe. Elle nécessite des relais, elle nécessite des coopérations. C'est tout cela dont nous allons parler au cours de ces 48 heures. La recherche, c'est prendre un risque à une époque où le besoin de sécurité est une pulsion plus forte que la libido, comme le dit Jean Delumeau. La recherche est risquée de voir les choses autrement. Et donc la recherche nécessite de voir les choses autrement que celles que nous avons vécues dans nos laboratoires un peu isolés ou nos bibliothèques. Il faut se restructurer, repenser les configurations. La recherche, c'est être le premier. C'est vouloir en tout cas être le premier. Parce qu'être le premier, c'est la reconnaissance internationale, c'est le recrutement d'étudiants et de post-doctorants étrangers, c'est l'ouverture à la prise de brevets. Il n'y a pas de brevet pour le second. C'est l'établissement de contrats avec l'industrie. C'est la notoriété pour le pays. C'est en même temps, pour le pays, la possibilité de développer son économie grâce aux fruits et à l'innovation qu'a permis la recherche. C'est tout cela dont nous allons parler aujourd'hui dans le contexte international. Vous l'avez compris, ce 10e colloque de rentrée est un petit peu différent des précédents. Les précédents traitaient de grands sujets de société, et bien entendu la recherche est un grand sujet de société, mais avec un angle différent, et je cite simplement par exemple l'homme artificiel au service de la société, en 2006, en 2007 de l'autorité, en 2008, paroles et musique. Et l'année dernière, le sujet était Darwin à 200 ans. Tous ces colloques sont inter- et pluridisciplinaires, c'est la marque, en quelque sorte, Collège de France. Ce sera la marque aujourd'hui aussi, bien entendu, de cette réunion. Il nous a semblé au Collège qu'il était important d'aborder ces problèmes avec l'éclairage que nous pouvons donner avec notre expérience, mais aussi, bien sûr, avec celle de nos collègues étrangers qui vont là jouer un rôle déterminant. Et nous avons voulu changer un petit peu le format de ces 2 journées en faisant intervenir des discutants qui vont en quelque sorte dialoguer à l'issue de la présentation un peu plus longue qui sera faite par leurs collègues. Tous ces colloques sont financés par la Fondation Hugo du Collège de France et ils sont publiés aux éditions Odile Jacob. Et le colloque que je citais, Darwin 200 ans, est à l'heure actuelle disponible chez Odile Jacob et il a été dirigé, ce colloque, par Alain Prochian et plusieurs collègues d'ici. Alors, ce colloque étant extrêmement actuel, nous avons souhaité qu'il puisse être publié
de la façon la plus rapide possible, qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et donc, c'est une diffusion numérique que nous allons proposer de façon à ce que chacun puisse rapidement, où qu'il soit, disposer des actes, en quelque sorte, de ce colloque. Il sera donc disponible sous la forme numérique dans la nouvelle connexion d'édition électronique du Collège de France, sur le site du Collège et sur le site revue au pluriel.org, où, sous une autre présentation, vous avez disponible un certain nombre d'autres documents du Collège de France. Et par là même, il sera disponible sur iPad, avec, là encore, un format particulièrement agréable. Et je signale que sur iPad se trouvent les dernières leçons inaugurales, les dernières lettres du Collège de France, et donc une manière pratique de pouvoir s'informer. J'ajoute qu'aujourd'hui même, ce colloque est enregistré et qu'il sera donc diffusé sur le site Internet du Collège de France en vidéo dans quelques jours et également ensuite en podcast. Et ceci est très important puisque vous savez que, je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui, mais qu'il y a encore plus nombreux, un public virtuel qui va pouvoir bénéficier de ces réflexions. Voilà, je voudrais remercier beaucoup Gérard Fussman qui a conçu avec Antoine Compagnon, Philippe Descola et Philippe Kouriski le programme de ce colloque et je lui cède la parole pour qu'il vous en dise plus sur l'organisation et la réflexion, naturellement, qui a présidé à cette initiative. Merci beaucoup, Gérard. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, depuis quelques années... Je crois que ça marche. Voilà. Depuis quelques années, les réformes se succèdent à l'université et dans la recherche. Nous avons successivement assisté ou participé à l'introduction décidée au niveau européen du LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Nous avons vu l'autonomie des universités renforcée. Nous avons vu le pouvoir des chefs d'établissement considérablement renforcé. Et nous avons assisté aussi et participé à la création de l'ANR et à la réforme consécutive du CNRS. Nos voisins européens ne sont pas en reste, la réforme la plus spectaculaire étant sans conteste la création des centres d'excellence en Allemagne. La Grande-Bretagne a également introduit de très importantes réformes. Depuis 2 ans, notre ministère de l'Enseignement et de la Recherche français, donc, porte son effort sur la restructuration et le regroupement des institutions de recherche, mettant l'accent sur la rénovation des bâtiments, c'est ce qu'on appelle le plan campus, et la mise en réseau concomitante d'institutions géographiquement et intellectuellement proches, c'est l'appel d'offres pour la création des presses, c'est-à-dire les pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Les décisions et les attributions de crédits correspondantes devaient être prises au printemps. Elles ont été repoussées de quelques mois, ce qui change un peu la nature de ce colloque dont le thème avait été décidé en novembre dernier. Au lieu d'être un colloque de réflexion sur des décisions déjà prises, il devient un colloque de réflexion sur des décisions en cours de finalisation. Le Collège de France a quelques titres à faire valoir en ce domaine. Nous pensons avoir une expérience reconnue de la pratique de la recherche au plus haut niveau, et bien que nous ne délivrions pas de diplôme de son enseignement. Première institution française d'enseignement créée par l'État en 1530, dotée d'un statut d'exception, nous n'avons jamais voulu nous replier sur nous-mêmes. Nos professeurs peuvent faire chaque année un tiers de leur service d'enseignement en France ou à l'étranger. Les nombreux collègues étrangers que nous invitons chaque année sont invités à donner au moins une leçon à nos frais dans une université de province. Nos instituts d'Orient sont ouverts à tous nos collègues français et étrangers et fonctionnent en partie pour eux. Nos laboratoires sont une véritable tour de Babel.
Beaucoup de nos professeurs bénéficient d'une autorisation de cumul. Beaucoup ont leur laboratoire dans une institution proche, l'Institut Pasteur, l'École normale supérieure ou le Muséum d'histoire naturelle, ou même plus lointaines, comme les universités de Strasbourg et d'Aix-Marseille. Inversement, quelques-uns de nos collègues parisiens travaillent dans nos laboratoires et nous abritons plusieurs grandes unités du CNRS et de l'INSERM. Nous ne délivrons pas de diplôme et nous ne tenons pas à en délivrer car c'est un des éléments essentiels de notre liberté de recherche et d'enseignement, mais nous accueillons, grâce à l'accord de nos collègues présidents d'universités parisiennes, certains de leurs doctorants. Les bouleversements en cours ne sauraient donc nous laisser indifférents. Nous sommes concernés comme membres d'une institution dont nous voulons conserver l'indépendance tout en la modernisant, et aussi parce que nous sommes intégrés à toute la recherche et à tout l'enseignement universitaire français, dont la plupart d'entre nous sont issus. Je dois dire que beaucoup d'entre nous, tout acquis qu'il soit à une saine émulation, se demandent si la mise en concurrence des institutions ne va pas détruire des collaborations précieuses élaborées au fil des ans, indispensables dans des disciplines peu nombreuses comme la mienne et partout nécessaires. De même, tout en admettant le principe d'un vivier de jeunes chercheurs, garantie sur le papier de recrutement plus ouvert et moins consanguin, nous avons du mal à en accepter la contrepartie obligatoire, qui est celle de la constitution d'un vivier de jeunes chômeurs. Pour permettre de mieux mesurer les raisons des réformes en cours, quel que soit le jugement que l'on porte sur elles, la première partie de ce colloque sera consacrée aux bouleversements survenus dans la pratique scientifique durant les 10 dernières années. Toutes les disciplines ont été touchées, qu'elles soient littéraires ou qu'elles soient scientifiques. Que l'on songe, pour prendre en exemple le domaine en apparence le moins sensible au changement, celui des sciences humaines, à ce qu'apporte dans notre pratique la numérisation des livres et l'indexation automatique qui en résulte, la recherche sur Internet, les forums internationaux de discussion qui permettent de demander à des collègues inconnus dans le monde entier de vous aider à trouver une référence ou un document, la correspondance instantanée, l'utilisation des vues satellitaires, l'édition électronique, et j'en passe. L'information aujourd'hui nous submerge et le problème est parfois moins de la chercher que de la trier. Mes collègues seront mieux à moi de vous dire ce que l'informatique et les grands équipements ont apporté dans les 10 dernières années en biologie, en physique, en chimie. Nous avons tous intérêt, chercheurs, étudiants, décideurs, grand public, à prendre conscience du gigantesque bond en avant de la science en ce moment. Ce bond en avant exige d'énormes moyens. Les budgets de l'informatique et des moyens lourds ont explosé. Pour compenser une technicité de plus en plus grande des matériels et une spécialisation de plus en plus poussée des chercheurs, il faut de plus en plus de personnel et de plus en plus d'argent. Il faut mutualiser les moyens et multiplier les coopérations. Le problème est de le faire en évitant de concentrer toute la matière grise et tous les crédits dans un nombre très restreint d'institutions, ce qui, à terme, pourrait entraver l'expression d'une pensée indépendante, novatrice et allant à contre-courant des idées reçues. Le Collège de France a été créé pour briser le monopole de l'université, alors catholique, de Paris. La science et la culture ne s'en sont pas mal trouvés. Les moyens que nous utilisons désormais sont des moyens mondiaux dont Internet est le parfait exemple. Les bases de données sont constituées à l'échelle mondiale. Les renseignements sont immédiatement diffusés à l'échelle mondiale également. La mondialisation, vous remarquerez que j'évite le très vilain terme américain de globalisation qui signifie la même chose. La mondialisation est accrue par le fait que la Chine, l'Inde, Singapour, le Brésil et d'autres suivent désormais le chemin anciennement montré par le Japon et rivalisent avec les meilleurs centres de recherche américains et européens
dans certains domaines en tout cas. La concurrence, mode de vie naturel du chercheur, car découvrir, apporter du nouveau, c'est vouloir être le premier. Cette concurrence se déroule désormais à l'échelle mondiale. Ce qui est en jeu, ce n'est pas la satisfaction personnelle, encore que ça puisse compter, la gloriole d'institutions ou de pays. Ce qui est en jeu, c'est l'argent, ce sont les postes. Les découvertes et la publicité qui en résultent sont la source des financements privés et publics à venir et donc des découvertes futures. Dans quelque discipline que ce soit, être le premier n'est plus le fait d'un individu mais d'un groupe. Nos collègues scientifiques durs, comme nous disons, l'ont bien compris, dont les publications portent presque toujours des signatures multiples. Et l'on voudrait que la mention de l'institution ou du laboratoire, qui maintenant figure obligatoirement en tête ou en fin d'un article scientifique, soit non seulement un appel à reconnaissance scientifique de l'institution, mais aussi l'expression du fait que sans nos collègues techniciens, sans le personnel administratif, notre production scientifique serait infiniment moindre. Le temps du chercheur isolé de ses collègues, travaillant seul, sans aide technique, sans gros moyens, est terminé depuis longtemps. Les frontières, qu'elles soient entre pays ou institutions, ont cette particularité étrange de déclencher presque automatiquement un esprit de corps. Bien que je n'y sois pour rien, je suis ainsi très fier quand un de mes collègues du collège obtient une reconnaissance de sa haute valeur. En tant que Français, outre frontières, j'apprécie tout autant que le travail d'un de mes collègues inconnus, mais français, soit soudain mis en lumière. Et puisque le classement de Shanghai qui fascine tant nos élus ne nous met pas en bonne place, je ne manque pas de décrier les principes sur lesquels il est établi. Mais je dois en tenir compte. La reconnaissance de la qualité de nos travaux rapporte des financements internationaux, permet de recruter les meilleurs professeurs et les meilleurs post-docs, donne un poids scientifique à notre pays dans les grandes organisations internationales et les comités de direction des grands instruments, permet enfin de préserver le français, auquel je suis attaché non seulement parce que c'est ma langue maternelle, mais parce que si le français perd de son importance, l'accès au trésor intellectuel amassé en cette langue par les générations qui nous ont précédés, par la nôtre et j'espère par celles qui la suivent, sera interdit à beaucoup. En tant que rationaliste, je me dis pourtant que ce patriotisme de pays ou d'institution, si nécessaire puisque je lui dois les moyens financiers et humains de ma recherche, n'est pas sans poser de problème. Pour prendre un exemple personnel, je dois ma carrière à l'élitisme républicain de l'école française des années 45-60, à mes professeurs dont l'un était alsacien, né allemand avant 1914 et qui a passé presque toute sa vie au Proche-Orient, à un grand linguiste norvégien, Georg Morgenstern, un grand linguiste suisse, Georges Redard, et un grand linguiste allemand, Georg Budrus, tous les trois prénommés Georges par le plus grand des hasards. Les documents que j'ai étudiés et publiés m'ont été fournis par des collègues français travaillant en Afghanistan, des collègues allemands travaillant au Pakistan, des collègues ouzbeks travaillant en Ouzbékistan, des antiquaires londoniens ou japonais. J'ai travaillé sur le terrain hors de France, j'ai été invité à l'étranger, j'ai invité au collège beaucoup de mes collègues étrangers, j'ai reçu leurs étudiants, je leur ai envoyé les miens. Sans ce réseau de collègues, jamais je n'aurais pu travailler et je ne suis pas une exception. Tous mes collègues ont plus ou moins suivi ce parcours. Nos laboratoires fourmillent de post-docs étrangers et de chercheurs titulaires étrangers. Le collège est fier de compter parmi ses professeurs des collègues de nationalité étrangère. La mondialisation n'est pas un risque à venir, c'est une chance, c'est une nécessité. C'est ce que nous essaierons de montrer dans la deuxième demi-journée de ce colloque, tout en ne nous cachant pas les dangers d'une concurrence désormais intense à l'échelle internationale, source de renom et de budget, mais qui s'accompagne également du secret,
parfois de gaspillage d'argent et qui peut être génératrice de fraude ou pour le moins d'emphase dans la présentation des projets et des résultats. Le deuxième après-midi de la deuxième journée sera donc consacré à la façon dont les gouvernements et les institutions scientifiques des pays qui participent à cette mondialisation ont réagi ou vont réagir au changement. Évidemment, nous n'avons pas demandé à des collègues de 150 pays de venir participer à cette table ronde. Nous avons choisi un certain nombre de collègues que nous connaissions bien et qui pouvaient donner des éclairages très divers sur ces phénomènes qui se passent partout en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et ce sera l'objet de la table ronde que dirigera mon collègue Kurilski, qui revient spécialement de Singapour pour la diriger et pour son intervention de demain. Vous voyez que la mondialisation est véritablement au cœur de ce colloque. Nous évoquerons aussi, lors de cette table ronde, la contradiction, au moins dans les termes, entre une politique nationale de recherche et la part croissante prise par les organisations internationales, la Commission européenne, mais aussi les grandes entreprises, tellement nécessaires, mais au coût tellement démesuré qu'aucun pays ne peut seul le supporter. C'est le cas de la conquête de l'espace, c'est le cas de l'ITER, c'est le cas du Large Hadron Collider de Genève. Ces équipements ne sont plus à la taille d'un seul pays, aussi grand fût-il. C'est le point extrême de la mondialisation et il se pose aussi en termes de répartition des budgets. En regardant le programme, vous n'aurez aucune peine à pointer les sujets, les disciplines et les problèmes, en particulier d'emploi, dont nous aurions dû parler pendant ces 2 jours. Il a fallu faire un choix, ou bien parler peu de tout, ou bien parler assez bien et assez longuement de quelques sujets. Mes collègues du comité d'organisation, les professeurs Antoine Compagnon, Philippe Descola et Philippe Skourisky, et moi-même, avons fait le choix de donner aux intervenants le temps de développer leurs pensées, ce qui imposait de limiter le nombre des sujets traités. L'Assemblée des professeurs du Collège de France a bien voulu entériner ce choix. Surtout les intervenants et les discutants ici présents, qu'ils appartiennent ou non au Collège, ont bien voulu s'associer à nous dès que sollicités pour faire de ce colloque moins une démonstration de ce que peut et ce que veut faire le Collège de France vis-à-vis de son public qu'un plaidoyer pour la recherche et un exposé des problèmes moraux et financiers que pose sa poursuite et son développement. Alors avant de vous donner quelques éclaircissements techniques, je vous remercie de m'avoir écouté dans ce silence religieux. Voilà.